Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Port du masque obligatoire en entreprise, efficacité ou pas des mesures barrières, on fera le point dans cette émission. On parlera aussi de la nouvelle action de mobilisation à Smartville. Et puis il va y avoir du sport à l'écran aujourd'hui, mais on commence par les infos du jour en bref. L'intersyndicale du site Smart de Ambach distribue des tracts et lance un appel à un mouvement de grève répété tous les samedis travaillés du mois de septembre. Les syndicats demandent des négociations loyales et transparentes de la part de Daimler ou d'Ineos. La saison des pommes est de retour et les arboriculteurs de tout le secteur se préparent à remettre en route leurs ateliers de jus de pommes. Ils espèrent que la saison sera meilleure que celle de l'an passé qui n'a pas été très productive. Les ateliers de Zétain, Roth, Ambach ou encore Putlange débutent le lundi 7, Rohrbach le mardi 8 et Walchbronn reprend ce vendredi 4 septembre. Olivier Glady est le nouveau procureur de la République du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Il y était déjà vice-procureur de 2011 à 2016, puis a été nommé procureur à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, il revient dans la cité des faïenceries pour remplacer Jean-Luc Jaeg. À Sarreguemines, le magasin Camailleux est maintenu. Une bonne nouvelle pour les 3 personnes qui travaillent dans ce commerce de vêtements situé sur la zone piétonne. Le groupe Camailleux a été repris par la financière immobilière bordelaise. Le repreneur a décidé de conserver 511 magasins, dont celui de Sarreguemines, mais pas celui de Forbach, qui a définitivement fermé ses portes le 21 août. L'association des producteurs du Pays de Bitche qui a mis en place le drive fermier à Petit-Réderchin durant le confinement va changer son lieu de distribution. Les commandes se font sur Internet et les produits sont disponibles pour récupération le vendredi après-midi. Le nouveau lieu de rendez-vous se situe à Rohrbach, rue Sainte-Barbe. Depuis mardi 1er septembre, le masque est obligatoire en entreprise, dans les espaces partagés et clos. Uranie, tu es dans l'entreprise Ondal France Mibel Group. Les salariés et la direction ont donc dû s'adapter. Oui, tout à fait Julia, et comme beaucoup d'autres entreprises d'ailleurs. Alors il faut savoir que chez Ondal France Mibel Group, l'activité qui est liée à la cosmétique demande déjà beaucoup de normes d'hygiène et des équipements de protection individuelle, notamment les masques. Mais pour ceci, il y avait 20 à 30 salariés qui devaient en porter auparavant. Aujourd'hui, c'est plus de 200. Alors pour exemple, 10 000 masques ont été distribués rien que pour le mois de septembre. Ce n'est pas rien. Alors on a fait un petit peu le tour de l'entreprise et il n'y a que la salle de restauration où dès qu'on est assis on peut enlever le masque. Tout le reste des locaux, le masque est obligatoire. Alors on s'est intéressé à 2 petites choses: comment les salariés vivent avec ces nouvelles mesures et est-ce qu'il est possible d'allier ces nouvelles restrictions avec le bien-être au travail. On répond à tout ça dans ce journal. Merci Uranie. Et oui, effectivement, on regarde ça tout de suite en détail. Est-il possible d'allier qualité de vie au travail et port du masque tout au long de la journée? Chez Ondal France Mibel Group, c'est une réflexion au quotidien et encore plus depuis la crise sanitaire. Reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Dans la salle de restauration de l'entreprise, on est passé de 75 places à 30. La distanciation sociale est de mise et un service a été ajouté pour limiter le nombre de personnes. Même si la convivialité est moins présente, c'est le moment pour les salariés d'enlever leur masque une fois à table. Il reste obligatoire dans le reste des locaux, zone de production, bureaux administratifs collectifs et le laboratoire où les équipements de protection individuelle étaient déjà de mise. Que ce soit le cache-barbe, les lunettes en cas de projection, vous avez la charlotte naturellement, les gants de manutention ou les gants effectivement pour le risque chimique. Donc on est déjà dans une culture effectivement de protection de soi avec tous les EPI qu'on porte et le masque aussi pour tous nos personnels de fabrication ou toutes les personnes qui sont en manipulation de produits chimiques sont déjà équipés de masques au quotidien. Pour les salariés, le port du masque est devenu un automatisme comme pour Maxime, mais il reste contraignant. Sur le terrain, pour les gens qui sont sur des postes un peu plus actifs ou un peu plus physiques, avec parfois aussi des contraintes chimiques avec le changement des masques, etc., ou des atmosphères plus humides, c'est un peu plus compliqué à gérer puisqu'il y a des changements de masques, etc. Et c'est assez lourd. On sait aussi qu'on a moins de débit pour respirer. Donc à la fin de la journée, ça se sent quand même et on se sent assez fatigué. Idem pour Pamela qui prend cette directive comme quelque chose de nécessaire.
Maintenant, je pense qu'on est tous conscients qu'on est dans une région qui a été fortement touchée en fait par le Covid. Et en tout cas, de manière générale, pour le site d'Ondal, on est tous... on sait qu'effectivement il faut le porter pour à la fois sa propre sécurité, la sécurité des gens sur site, mais aussi la sécurité de ceux qui nous sont proches. Pour favoriser le bien-être des salariés pendant cette crise, Ondal France Mibel Group continue le télétravail avec 2 jours de présentiel. Autre dispositif, la mise à disposition de bureaux individuels pour passer des appels clients en langue étrangère. Mais la réflexion sur la qualité de vie au travail ne date pas de la période Covid. Ici, il s'agit d'une priorité au quotidien. Signer un accord sur la qualité de vie au travail, un accord qui va durer sur 4 ans et pour lequel nous avons un plan d'action. On travaille naturellement avec nos partenaires sociaux. On a une commission qualité de vie au travail qui va également se déployer pour justement prioriser. On fait des enquêtes annuelles sur la satisfaction de nos employés chaque année pour s'assurer aussi de ce baromètre de comment ils gèrent le côté stratégie, la charge de travail, la qualité du management, la qualité de la reconnaissance qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment une préoccupation pour nous. On a aussi travaillé sur les conditions de travail physiques. D'ailleurs, la semaine du 21 septembre, 4 jours d'animation seront proposés dans l'entreprise pour la gestion du stress. L'aménagement d'une pièce zen pour les salariés pourrait être aménagé. Les procédures concernant le port du masque en entreprise sont arrivées au compte-gouttes. Alors pour faire le point, on est maintenant en liaison avec le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, concernant le masque, y a-t-il des exceptions, des assouplissements sont-ils possibles? Alors oui, d'abord rappeler que c'est un avis du Haut Conseil de la Santé publique du 14 août, actualisé le 28 août, qui a amené le gouvernement à demander le port du masque en entreprise. Et bien évidemment, c'est d'abord issu d'un diagnostic dans les locaux de l'entreprise qui doit être réalisé dans le dialogue social, bien évidemment, pour voir quelles sont les éventuelles dérogations. Le principe actuellement, c'est l'obligation du port du masque. Mais si on travaille tout seul, isolé dans un bureau, on n'est pas obligé de porter le masque. Et puis, il peut y avoir d'autres hypothèses, mais qui s'examinent au cas par cas. Je souhaiterais simplement dire que le port du masque, c'est comme porter des lunettes avec des verres correcteurs. On porte des lunettes avec des verres correcteurs pour mieux voir et éviter des situations accidentelles. Eh bien, en ce moment, on porte le masque pour éviter des situations accidentelles sur la santé de soi-même comme sur la santé de ceux avec lesquels on vit ou on travaille en entreprise. Alors, vous voudriez que ce soit un réflexe. Pour le moment, c'est une obligation, c'est devenu obligatoire dans les entreprises. Quelles sanctions sont prévues pour les entreprises ou pour les salariés qui ne respecteraient pas ? Alors, l'employeur doit, compte tenu des décisions gouvernementales, adapter son règlement intérieur, mettre en place des mesures de protection collective et puis ensuite, au vu des circonstances locales, mettre des équipements individuels, dont le port du masque. Et dès lors que les gens sont en bureau open space, comme on dit, eh bien, le port du masque est obligatoire. Dès lors qu'on est dans des lieux partagés, de couloirs, eh bien, il faut porter le masque comme nous on le fait ici à la sous-préfecture. Après, les dérogations, elles s'apprécient vraiment au cas par cas. Et par exemple, j'ai accompagné hier le préfet de la Moselle qui a visité la cristallerie de Saint-Louis, qui a visité le CIAV de Meisenthal. Eh bien, les souffleurs de cristal et les souffleurs de verre sont exemptés du port du masque parce que sinon ils ne pourraient pas exercer leur activité. Bien sûr. On le comprend bien. Voilà, bien merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi en direct sur Mosaïque Cristal. On continue à parler de ces mesures barrières, du plexiglas dans les bureaux, des masques sur les visages, du gel sur les mains et de la distance entre les personnes. Les gestes barrières continuent d'être appliqués et à plus grande échelle, mais ces protections sont-elles utiles et efficaces? Élément de réponse avec la responsable de l'équipe d'hygiène des hôpitaux de Sarreguemines. Avec le port du masque généralisé et les différents types de protection, une question se pose. Est-ce efficace? Difficile de répondre par oui ou par non, parce qu'il faut nuancer. À ce jour, aucune étude ne prouve l'efficacité du masque et aucune donnée existe sur les taux de contamination en l'utilisant. Mais il reste protecteur, car dans d'autres cas, il s'est avéré utile.
Quand on est en période de grippe, le port du masque est efficace, quand on est à l'hôpital en tout cas. Dans les services clos, dans des services de soins, il est important quand même de porter son masque pour protéger le patient et pour se protéger soi. Idem en 2003 avec le SRAS, l'effet protecteur du masque et des mesures d'hygiène avait été prouvé. Une chose est sûre, le masque doit être couplé avec d'autres gestes barrières. Ce qui est important aussi, c'est d'insister sur l'hygiène des mains. C'est vraiment une chose qui est très très importante et c'est souvent, on oublie de se faire une hygiène des mains. Un autre facteur peut empêcher la performance des masques. Ils ne sont pas toujours portés correctement. On voit certains masques qui sont mal mis ou qui sont beaucoup touchés avec les mains. Après, on a des masques qui sont des masques qui sont faits maison, voilà, qui n'ont pas forcément la barrette autour du nez, donc pas forcément bien mis. Mais ce qui est important, c'est de ne pas toucher son masque. Les chiffres démontrent une augmentation de cas positifs quotidiennement, qui peut s'expliquer par les dépistages plus nombreux. On a quand même beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, qui sont testés. Alors, il semblerait, c'est entre guillemets, que le virus serait moins grave. On voit dans les hôpitaux, les cas sont quand même moins sévères qu'ils ne l'étaient au mois de mars, mois d'avril. C'est plus du tout la même chose. Et c'est déjà une petite victoire. Au moment de ce reportage, les hôpitaux de l'arrondissement ne dénombrent aucun cas grave en réanimation. Pas de travail les samedis de septembre, c'est le mot d'ordre de l'intersyndicale de Smartville. Explication d'un délégué syndical. Depuis l'annonce de la mise en vente, il y a eu plusieurs actions, mais là pour la première fois, vous appelez à la grève et ça va être en fait une grève à répétition, c'est ça ? On avait quand même une première fois appelé à la grève avec une initiative relayée et suivie par les élus locaux, et toutes personnes impliquées dans la région, familles, salariés du site Smart. Mais effectivement, là c'est la première fois depuis cette annonce et qu'il s'est passé pas mal de choses et les vacances, qu'on demande on appelle au boycott des samedis. On appelle ça boycott dans le sens où on trouve ça complètement déplacé de la part d'un industriel qui est vendeur, qui veut céder son site à un nouvel entrant et qui demande encore un dernier effort. On trouve ça conséquent par rapport au personnel de devoir travailler 4 samedis de suite au mois de septembre, alors que d'ici peut-être 2 mois, Daimler ne sera plus présent sur le site. Et sinon, pourquoi cette grève ? Quelles sont vos exigences ? Les exigences, elles sont d'une part sur l'emploi. Aujourd'hui, on parle de 1312 emplois et pas les 1600 qu'il y a sur le site. Donc on met déjà de côté quasiment 300 personnes. Où on ne veut pas trop en entendre parler en disant que certains n'ont pas adhéré à la fameuse charte de mobilité proposée à l'époque par Daimler et d'autres font partie d'effectifs de sociétés sous-traitantes, de logistique plus précisément, dont on n'a même pas proposé à l'époque d'adhérer à la charte, donc d'être embauché, à avoir un emploi par Daimler. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour avoir des réponses ? On est prêt à... Alors là, on a appelé à la grève sur ce premier samedi qui vient. Donc, pour ne pas faire ces véhicules, on estime qu'ils auraient, malgré ce qu'il dit sur l'outil industriel, on estime qu'ils ont à les planifier la semaine. Donc, on n'a pas besoin, nous salariés, de faire un effort supplémentaire, de demander à sacrifier des vies sociales, des vies de famille sur 4 samedis de suite. Sur cette rentrée du mois de septembre. Chez nous, par exemple, chez Forestia, il faut savoir que ça représenterait 3 heures de travail. Donc on demanderait à du personnel, une trentaine de personnes, de salariés donc chez Forestia Ambar, de venir travailler de 8h à 11h à raison donc, de 4 samedis sur ce mois. Avec un appel à la grève, vous n'avez pas peur de faire fuir Ineos ou tout autre repreneur potentiel ? Non, pas de notre part. On a montré notre compétence depuis des années. On pense que Ineos connaît nos problématiques et se met aussi à notre place. On a un processus de négociation, c'est vrai, avec Daimler sur un volet financier pour indemniser les gens qui ne seront pas repris à l'horizon post-2024. Mais pour nous, ça ne change pas. On trouve que cette demande n'est pas recevable aujourd'hui.
Mosaïque Cristal a lancé hier soir son tout nouveau programme Polygone, une émission de débat en direct. Regardez les coulisses. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Polygone. Polygone est lancé. Un nouveau plateau de télévision a pris place en plein cœur de la rédaction de Mosaïque Cristal. Une importante installation technique pour cette émission de débat hebdomadaire. Chaque semaine, un présentateur préparera une thématique et donnera la parole à des interlocuteurs. Pour la première, Flora Lemery a accueilli le recteur de l'Académie Nancy-Metz, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la directrice de la mission locale de Sarreguemines et une étudiante pour discuter des difficultés rencontrées par les jeunes. Donc toi, tu as choisi le stage plutôt que l'alternance. Ça a été facile de trouver un stage cette année ? Je tiens à dire que c'était par défaut quand même. C'était par défaut. Parce qu'à l'origine, l'an dernier, je cherchais également une alternance. Mais on est un grand nombre dans un secteur... Pour moi, c'est la communication. On est énormément à chercher. Et puis, les demandes, par moment, sont assez compliquées puisque les entreprises demandent à ce qu'on soit vraiment tout de suite des communicants parfaits qui savent tout faire, alors que on est là pour apprendre. Le débat inclut également les téléspectateurs et les internautes. Vous pourrez chaque semaine intervenir en direct en posant vos questions aux invités via les réseaux sociaux ou par SMS. Une nouvelle question Facebook, une question de Marc qui nous dit je suis artisan maçon à Épin et je cherche un apprenti depuis l'année dernière, mais je n'en trouve pas. Voilà. Ça, vous faites tous oui de la tête, ça vous semble évident ? Oui, tout à fait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité qui peinaient à recruter avant la crise. C'est souvent une image négative qu'ont les jeunes du métier, les métiers du bâtiment. À leurs yeux, ce sont des métiers pénibles, ce sont des métiers difficiles qui n'attirent pas les jeunes. Les perspectives après le Covid à l'hôpital, l'art en campagne, la voiture électrique, voici quelques-uns des thèmes qui vous attendent ces prochaines semaines. Je pense qu'on peut dire que flexible serait le mot qui pourrait caractériser les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, on souhaite à tous les élèves et les étudiants une bonne rentrée scolaire. Et tout de suite, c'est l'heure de la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Diblin pour vous présenter une bibliothèque originale installée dans une ancienne cabine téléphonique. En 1997, la France comptait pas moins de 300 000 cabines et depuis l'arrivée du téléphone portable, elles ont commencé à disparaître jusqu'à leur suppression totale en 2017. Environ 1500 d'entre elles ont pu être sauvées et reconverties en mini-bibliothèques et font le bonheur des usagers. Vous pouvez venir vous servir quand bon vous semble et l'avantage avec les livres, c'est qu'on peut en profiter tout le temps, peu importe la météo. D'ailleurs, la fin de semaine semble prometteuse avec un ciel bien dégagé qui permet aux éclaircies de prendre l'avantage. Les températures vont naturellement remonter, les minimales iront de 11 à 14 degrés et les maximales de 25 à 29 degrés. On pensera à souhaiter une bonne fête aux Rosalie, le soleil brillera de 6h56 à 20h07. Passez une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir.
Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Le Grand Est mise sur l'industrie 5.0 pour se relever du Covid. Avec son Business Act, la région veut réinventer son économie grâce à une transformation écologique, numérique et industrielle. Explication de Fanny Bragard. Le Grand Est met le turbo pour relancer sa machine économique. Depuis le début de la crise, 600 millions d'euros ont été débloqués pour soutenir les entreprises. Si le choc économique est lourd, avec 15 milliards d'euros de pertes dans la région, pour Jean Rotner, l'après-Covid doit être l'occasion d'inventer le Grand Est de demain. On veut y additionner à la fois une touche d'humain, de qualité de vie, de qualité au travail, de télétravail par exemple, de performance au travail, de respect aussi et d'engagement et d'exigence de la part de nos salariés. Et en même temps, une notion renforcée aujourd'hui du lien absolument indispensable entre l'économie et la préservation de la planète. Une industrie 5.0 bâtie sur 3 piliers, l'investissement, l'innovation et la formation. Face à la pénurie de stages pour les étudiants, le président du Grand Est promet une aide exceptionnelle aux entreprises. Alors que 55 000 jeunes sont attendus sur un marché du travail dégradé, leurs employeurs toucheront pour chaque stagiaire accueilli une enveloppe de 3 000 €. Cette formation, elle est absolument indispensable et donc elle amène à savoir innover. Et innover, il faut que les chefs d'entreprise participent à cet effort d'innovation régionale. Pour assurer cette transition économique, le Grand Est mise sur la synergie des collectivités et l'intelligence collective. Il faut aujourd'hui, dans certains secteurs, apporter des mesures supplémentaires, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'événement, dans le secteur de la culture. Il faudra être encore plus aux côtés des acteurs qui font les territoires tous les jours. Redoutant un accroissement massif du chômage, la région lance son Business Act, une vision stratégique fondée sur la transformation écologique, numérique et industrielle afin d'imposer le Grand Est comme un territoire pionnier. Place au sport maintenant avec un amateur de course à pied qui communique, Runner Seb, de son vrai nom Sébastien Weiss. Portrait. Voici Runner Seb, 43 ans. Originaire de Zétain, Seb est passionné par le sport depuis toujours. En 2017, il redémarre la course à pied qu'il avait arrêtée suite à des problèmes de santé. Il crée alors Runner Seb sur les réseaux sociaux pour partager son expérience avec tous ceux qui font du sport ou souhaitent s'y mettre. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite. Pour moi, c'était important de partager en fait ces entraînements au quotidien parce que ça permet à tout le monde de voir qu'on peut progressivement progresser jour après jour. Sur Instagram, Seb compte plus de 30 000 abonnés. En progressant sur les réseaux sociaux, il est devenu ambassadeur de plusieurs équipementiers sportifs. Aujourd'hui, c'est un influenceur. Il teste de l'équipement pour des marques. Il a carte blanche. Ce sont des vestes qu'une marque m'a envoyées pour la saison automne et hiver que je vais donc tester. Comme ici par exemple une veste un peu plus fine qui fait office de coupe-vent. Ici on a des vestes un petit peu plus épaisses donc pour utiliser quand il fait très froid ou qu'il y a de la pluie parce qu'il y a des capuches. Et donc je vais les tester et en faire des publications et dire ce que j'en pense après. Articles, photos, Seb s'est aussi mis à la vidéo, un support qui lui permet de partager son autre passion, le patrimoine local. Le circuit est balisé et il suffit de suivre les nombreux repères marqués d'un anneau bleu. Faire du sport, et notamment du trail dans ces secteurs boisés, c'est un prétexte pour parler un petit peu du patrimoine et de l'histoire de notre secteur, mais c'est surtout aussi l'inverse. Donc en fait, ce patrimoine peut être aussi un bon prétexte pour faire du sport. Voici l'une des bornes historiques qui jalonnent le circuit, et c'est pour ça qu'il s'appelle le circuit des bornes. Des bornes comme celle-ci, il y en a encore 62 sur le circuit, sur les 100 qui ont été posées autrefois. Partager un petit peu d'histoire tout en pratiquant son sport, c'est quelque chose qui est magique pour moi. Seb court en moyenne 50 km par semaine sur 4 à 5 jours. Dans ses publications, il propose des plans d'entraînement pour s'entretenir physiquement ou préparer une éventuelle course. Le trail est son activité favorite, mais il a aussi couru plusieurs marathons, comme celui de Sarrebruck. Pour lui, chaque course est un défi.
Quand on fait un peu de longue distance, on passe par des phases de souffrance absolument incroyables. On veut absolument que ça se termine, donc on continue dans la souffrance, on y va. Et puis très étrangement, quand c'est terminé, on se dit plus jamais, mais quelques jours après, on a envie que ça recommence. Donc c'est le côté très paradoxal du sport. On souffre, mais on a envie que ça recommence. Runner Seb aimerait courir le Trail du Mont Blanc ou le Marathon de Berlin. Des courses difficiles d'accès puisque des tirages au sort sélectionnent les participants. En attendant le retour des compétitions, l'entraînement continue, toujours avec une pointe d'histoire locale, bien entendu. Et maintenant, des images impressionnantes de motocross reportées. La montée impossible de la Bresse a finalement eu lieu dimanche. Le public a répondu présent malgré la pluie et les pilotes ont assuré le show. C'est Vincent Mougenot qui a remporté l'épreuve, signant ainsi sa 3e victoire consécutive. Reportage de nos confrères de Via Vosges. C'est dans le mur que l'on voit le mieux le pilote, une piste de 175 mètres de long avec une inclinaison à 140% dans le final. Bienvenue au lieu-dit Moutier des Fées, au sommet du col de Grosse-Pierre, cadre de la montée impossible de la Bresse tous les étés, peu importe le temps, depuis 1991, et 2020 ne devait pas faire exception. Prévu mi-juillet, cette 29e et des poussières a finalement eu lieu dimanche. J'avoue, on a notre petite fierté. Puis on voulait surtout faire plaisir aux pilotes qui ont bossé sur leur bécane tout l'hiver. Ils ne pourront pas faire une seule autre course cette année, d'après les dernières infos qu'on a eues. Donc voilà, il faut maintenir la tradition. En fait, tous les changements qu'on voulait faire cette année, qui restera ce qu'on a appelé la 29e et demie, on les fera, j'espère, en 2021, pour une vraie 30e qui sera une grosse fête. Avec notamment une manche nocturne le samedi soir et la présence de plusieurs pilotes américains avec leurs machines. Ces derniers ont dû décliner l'invitation cette année, tout comme les pilotes suisses ou estoniens qui risquaient d'être bloqués en quatorzaine à leur retour. Plateau conséquent malgré tout avec 55 participants et participantes, dont la moitié de locaux, mais aussi des motards venus de l'autre bout de la France. Localement, c'est toujours important de faire la course du coin et si possible de la gagner. C'est l'occasion de sortir les machines et de se faire plaisir une fois dans l'année sur une piste qui est vraiment avec des conditions extrêmes. C'est plus dérangeant pour le public aujourd'hui qui a quand même répondu présent et pour nous, quoi qu'il arrive, il faut rester à fond et y croire. C'est assez gras, ça patine beaucoup. Après, on s'adapte. Et Vincent Mougenot sait de quoi il parle. Champion de France 2019, le pilote Frémy, âgé de 27 ans, a remporté ce dimanche pour la 3e fois consécutive la montée impossible de la Bresse en atteignant 4 fois le sommet et en signant les 2 meilleurs chronos de la journée. Qui pourra l'arrêter? Réponse en juillet 2021. On est à l'aube du week-end, voici quelques idées de sortie. Et oui, ça y est, le sentier des sculptures de Bérenthal est achevé. Il va être inauguré ce week-end. Et pour la partie officielle, alors sous forme de parcours, c'est dimanche à 17h. Mais samedi et dimanche de 10h à 16h, vous allez pouvoir profiter d'une initiation à la taille de grès. Et ce sera avec l'artiste Ulrike Trefzer, une Allemande qui parle très bien français. Ce week-end, il va faire beau, alors profitez-en pour être à l'extérieur. Et ça n'empêche pas la littérature, bien au contraire. Le festival Récits du dehors se poursuit. Rendez-vous vendredi à Beach et ce sera pour une œuvre de Jack London. La musique aussi se savoure en plein air. Dimanche, ce seront des grands classiques américains qui vont être repris en voix guitare dans le jardin des Faïenciers au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Et puis c'est l'occasion d'en profiter pour visiter le jardin puisque comme chaque premier dimanche du mois, c'est gratuit. Le sport aussi peut être gratuit et même le golf. La communauté d'agglos de Sarreguemines vous propose des séances d'initiation à partir de 16 ans. Alors ça se passe le samedi matin, une semaine sur 2, c'est jusqu'au 31 octobre. Mais attention, c'est sur réservation et ça commence déjà ce samedi. Le matériel désinfecté évidemment vous est fourni et ça se déroule bien sûr en petits groupes dans le respect des mesures barrières. Si vous êtes plutôt branché ciné, n'oubliez pas le programme au Cinéma Forum avec 2 avant-premières ce week-end. Il y a dimanche à 15h45 La Daronne avec Isabelle Huppert et Hippolyte Girardot. Et mardi à 20h, vous avez rendez-vous avec Vincent Cassel et Bérénice Béjot dans Le Bonheur des Uns. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Et moi, vous souhaitez une très bonne journée.